Dorothée Koller et Jean-Daniel Weitz. Bonjour. Merci de venir nous voir. Vous venez de publier un livre absolument passionnant, l'industrie 4.0, le cas de l'Allemagne. Nous avons, dans une première vidéo, exploré un peu votre parcours. Nous avons ensuite parlé de ce sujet, le 4.0. Dans cette troisième vidéo, j'aimerais parler du futur. Alors déjà, pendant qu'on préparait cette émission, je vous ai dit, on va parler du futur, et vous m'avez dit, ah, ben, ça va être très difficile. Pourquoi c'est difficile de parler du futur, du 4.0, de l'industrie 4.0 ? Ce qui est très difficile aujourd'hui de prolonger, selon des méthodes un peu classiques, les tendances telles qu'elles se dessinent. On est dans ce paradigme 4.0, quelque part dans une approche qui est beaucoup plus constructiviste. Alors qu'est-ce que ça veut dire constructiviste ? Constructiviste, ça veut dire quelque part que le but est dans le chemin. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit, sans savoir forcément vers où on va, mais on y va collectivement parce qu'on sait qu'on doit y aller. Des dirigeants d'entreprise en Allemagne nous ont dit « L'industrie 4.0, je ne sais pas forcément définir ce que c'est, je ne sais pas du tout où cela nous mène, tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on y aille et vite. » Et ça, c'est véritablement nouveau. Alors ça a à voir, ce concept de constructiviste, qui a été construit d'ailleurs au fil de la deuxième partie du XXe siècle, c'est un des éléments clés de la systémique, c'est que quand vous avez des ensembles complexes avec des tas d'agents en train d'interagir, effectivement, vous ne pouvez pas planifier. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'on a abandonné petit à petit la planification stratégique qui était très à la mode dans les années 50, 60, le plan, on a même dissous en France ce bureau extraordinaire où on planifiait le futur de l'industrie française. Bon, on s'est rendu compte que au lieu de nous donner un temps d'avance, ça nous donnait plutôt du retard parce qu'effectivement, dans un monde complexe avec des tas d'agents interagissant et tout ça, on ne pouvait pas prédire. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas tout de même dégager des... Oui, je pense que c'est important et c'est le travail qu'on fait avec les PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire sur le terrain. On leur dit préoccupez-vous de votre avenir. Voilà. Et notamment, bien sûr, en regardant ce qui se fait du côté des briques technologiques, mais aussi en regardant dans un premier temps leur positionnement concurrentiel. Parce que ce qui change avec hier, c'est que on avait dans le paysage des concurrents qu'on connaissait, et aujourd'hui et demain, il y aura de plus en plus des concurrents qui surgiront de nulle part et qui verront un intérêt à disrupter la chaîne de valeur, c'est-à-dire à capter du chiffre d'affaires dans des situations, enfin dans des chaînes de valeur traditionnelles. Donc la première étape, c'est de regarder son positionnement concurrentiel, de regarder son business model et de se dire, à 3 ans, restons raisonnables, comment peut évoluer l'environnement, où sont les acteurs qui sont en train de disrupter le système et comment moi je souhaite positionner mon business dans cet environnement-là. Et surtout, quelque chose que les chefs d'entreprise n'ont pas toujours le temps de faire, c'est d'aller questionner les clients. Les clients et les clients de clients et les utilisateurs finaux, parce qu'ils étaient positionnés à la fin de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ils sont réellement au plein milieu de cette chaîne de valeur. Donc c'est eux qu'il faut questionner en premier et se poser la question de comment j'adresse les besoins de ces différents utilisateurs. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire le futur est mort et vive le futur, mais ce n'est pas le même futur. Et ce n'est pas le même futur aussi parce qu'en fait, on n'a pas le même rapport au temps. Et vous le disiez, certes, on ne sait pas ce que ça va être, mais par contre, il faut y aller vite. Pourquoi cette notion de vitesse que je retrouve en étudiant l'innovation un peu partout dans le monde? C'est-à-dire que la vitesse est devenue un élément de compétitivité essentiel. C'est-à-dire que le fait de se déplacer vite et d'être flexible et d'être adaptable et d'être encore plus adaptable et plus flexible et plus rapidement créatif qu'avant devient en soi un élément de compétitivité. Est-ce que vous observez cela et comment vous interprétez ce phénomène? On l'observe. Je me souviens d'un document des instances qui en Allemagne travaillent sur la formation professionnelle où le slogan était « Ce ne sont pas les plus gros qui mangeront les petits, mais les plus rapides qui mangeront les plus lents ». Donc ce document qui s'adresse à, je dirais,
aux institutions qui sont en charge de définir les parcours de formation professionnelle, prend clairement ce parti de la vitesse. Et ça, c'est effectivement un sujet que les Allemands ont thématisé, parce qu'il y avait le sentiment d'avoir pris un petit peu de retard, notamment par rapport aux Américains. Alors clairement, cette vitesse-là, elle est essentielle. La question derrière, c'est comment on arrive à être rapide. Et qu'est-ce que ça veut dire être rapide ? Rapide dans la réponse au client, rapide dans sa propre transformation pour répondre. Et quelque part, on est dans un mouvement qui n'a plus véritablement de point d'arrivée. C'est ça. Oui, et puis en plus, c'est rapide, mais toujours plus rapide. Et puis, il y a toujours des personnes plus rapides que nous. Et ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec toutes les personnes qui ne sont pas rapides aussi, ou qui ne veulent pas être rapides, ou même qui choisissent slow food, slow life, parce qu'ils prennent un point d'honneur à ne pas bouger, parce que c'est plus rassurant pour eux. Oui, ou la question c'est comment je m'allie avec différents partenaires pour être encore plus rapide. Parce que ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'on est en train de passer d'un leadership isolé, en solitaire, à un leadership collectif. Parce que si je veux demain être aussi rapide que mes consommateurs, que mes clients le demandent, il est certain que je ne pourrai pas le faire seul parce que je ne disposerai pas des moyens financiers, des ressources suffisantes et que je vais avoir la nécessité de m'allier. C'est pour ça qu'on parle de compétitivité relationnelle comme étant un nouveau facteur qui va être de plus en plus qui va être déterminant dans la compétitivité des entreprises, au-delà de la compétitivité coût et hors coût, c'est la capacité à s'allier. Tout à fait. Alors ça, cette dimension-là, qu'on retrouve beaucoup en Californie ou au milieu d'un monde extraordinairement compétitif. Tout le monde vous parle de friendship, user-friend, il faut que tout soit cool, sympa, etc. Et en même temps, dans cette dimension de vitesse, il y a quelque chose aussi de très dur. Mais est-ce que vous la retrouvez en Allemagne alors? Et en quoi les Allemands sont cool, en fait? Alors... Est-ce qu'ils sont cool? Je ne vais pas risquer une réponse à la question. Ce qui me paraît intéressant, c'est aussi la dimension de sharing economy. C'est cette dimension de partage. D'open innovation, en fait. Et d'open innovation. Ça touche toute la question parce qu'on le voit à travers les exemples des démonstrateurs en Allemagne. On en donne quelques cas qui illustrent cette dimension-là dans le livre. C'est aussi comment on crée des consortiums entre grandes, petites, moyennes entreprises, centres de recherche, universités, même en associant des organisations syndicales pour construire des projets. Donc c'est la capacité à créer des collectifs. Alors après, est-ce que les Allemands sont plus cool? Je ne sais pas. En tous les cas, ils ont, à travers le 4.0, inventé une méthode. Ils ont renouvelé leur méthode. Quand j'ai été un certain temps en Allemagne, ce qui m'a surpris dans mon parcours en Allemagne ou mon insertion, enfin j'ai essayé de comprendre le pays comme ça, peut-être que vous avez vécu ça, premier choc, la froideur, la distance. Et puis une fois qu'on sait traverser ce choc, quelle chaleur, quelle dynamique, quelle coopération. Alors qu'en France, on a des grands sourires et puis après, on a du mal à trouver des partenaires sérieux, etc. Donc c'est presque une culture inverse de la française. C'est-à-dire que ça fait sérieux en Allemagne de prendre une certaine distance et puis ensuite, une fois qu'on s'est engagé, alors là, on a des partenaires extraordinaires. Non, vous n'avez pas trouvé ça un peu? Ce qu'on observe en Allemagne, c'est une très forte prégnance de ce que Dorothée a appelé la compétitivité relationnelle, c'est-à-dire ces relations de long terme, de confiance, entre partenaires, qui sont moins dans l'émotion que chez nous, qui sont beaucoup plus peut-être rationnelles, mais qui en tout cas perdurent et n'expriment pas l'émotion, je dirais, au jour le jour. En revanche, il y a des moments privilégiés où elle s'exprime très très bien. On a quelques souvenirs de moments très festifs passés en Allemagne autour du 4.0, qui n'ont rien à envier à ce qu'on peut faire en France. Donc les Allemands, ça va être cool, même parfois un petit peu déjanté. Simplement, il y a des moments pour cela. C'est moins, je dirais, disséminé dans le temps, peut-être que chez nous. Alors, quelqu'un me disait, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en France, les gens sont extrêmement originaux,
éventuellement dans leur vie privée, mais dès qu'ils sont dans le monde professionnel, tout le monde est sérieux, entre guillemets, alors qu'en Allemagne, il y a des cadres extrêmement sérieux, et après, à l'intérieur de ces cadres, il y a une très grande liberté, ce qui fait que les gens sont finalement très innovants dans l'entreprise, beaucoup plus qu'en France. Est-ce que vous avez senti ça? Je pense qu'il y a ce qu'on a senti avec l'industrie 4.0, c'est la volonté, notamment par le gouvernement fédéral et le ministère de la Recherche, de la Formation et de l'Économie, de définir un cadre. Ouais. Voilà, de définir un terrain de jeu. Et après, effectivement, à l'intérieur de ce terrain de jeu, de ce cadre, les acteurs peuvent se mouvoir comme ils l'entendent. Et à travers ce cadre, de donner une orientation, une finalité, après, à chacun de définir les modalités et comment il veut s'y prendre, comment il souhaite s'y prendre. En France, c'est vrai qu'on est moins attaché à cette définition du cadre. On va être plus dans une... je suis toujours mal à l'aise à faire des généralités, mais on est plus sur une approche individuelle où chacun va lancer une initiative et puis après on va essayer de recoller les pièces du puzzle et de voir comment elles s'imbriquent pour définir un ensemble commun. Donc les démarches sont différentes. On est plus dans une démarche analytique côté français et davantage dans une approche systémique côté allemand où on pose la finalité du système. Qu'est-ce qu'on veut? Un Allemand, vous allez le rencontrer, il va très vite vous dire, bon, ok, c'est très bien tout ça, mais vous voulez en venir où? Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif? Voilà, ce qui peut souvent être mal à l'aise parce qu'on va se dire, bon, attends, on va déjà voir si on s'entend bien, voilà, les approches sont différentes. Alors, vous savez, on a, durant ces 3 vidéos, utilisé plusieurs fois ce mot systémique, peut-être à la fin. Il faut donner une définition, puisque ça semble un élément très important pour comprendre le futur et pour participer à ce futur. La systémique, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple, justement, dans ce champ-là. Quand vous avez un sujet qui est celui du futur de l'industrie et celui du futur de l'économie dans son ensemble, vous avez 2 méthodes possibles. La première, dite cartésienne, vous allez découper en autant de parties qu'il sera nécessaire pour comprendre le fonctionnement intime de chacune des parties. Puis vous ferez la synthèse de l'ensemble. Ça, c'est la méthode cartésienne. C'est un petit peu ce qu'on a fait en France avec les 34 plans d'Arnaud Montebourg, qui était effectivement un découpage à la fois sur des logiques de filières, de produits, de technologies. L'approche systémique, au contraire, une approche qui va mettre ensemble un certain nombre d'éléments et s'intéresser aux interactions qu'il y a entre les éléments. Et c'est presque ces interactions-là qui vont être plus importantes que les éléments eux-mêmes. Et typiquement, l'industrie 4.0, c'est s'intéresser aux liens entre la robotique, le big data, les nanotechnologies et que sais-je encore, enfin toutes ces briques technologiques qui existent et qui font système et qui ont des interactions entre les unes avec les autres. Et je dirais, une des règles de la systémique, c'est de dire l'élément du système contient le système dans son ensemble. C'est l'hologramme. Voilà, c'est l'hologramme. Alors c'est vrai que il y a quelques années encore, je me pouvais bien séduit intellectuellement par la question de la systémique, je me disais, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors je comprends bien, au niveau d'une cellule, elle contient le système parce qu'elle contient l'ADN qui code l'ensemble du système. Là, aujourd'hui, avec le 4.0, on voit apparaître concrètement, de manière opérationnelle, cette dimension systémique, puisque le produit va circuler sur une chaîne de production, et c'est le produit qui va dire aux différentes automates, robots et autres éléments qui vont processer le produit, bah tiens, tu dois réaliser telle opération, telle opération, telle opération. Donc le produit industriel contient aujourd'hui le système dans son entièreté. Et on a un très très bel exemple de ce que peut être la systémique appliquée. Alors la systémique, bien sûr, c'est une nouvelle manière de produire, mais c'est aussi une nouvelle manière de penser. Alors pour tous nos étudiants, quel serait le livre que vous leur conseillez pour parler, pour comprendre, pour vivre de manière systémique? D'abord le nôtre. Non, je pense que les ouvrages d'Edgar Morin sont tous de très très belles introductions à la systémique. Je pense que pour ceux qui s'intéressent à l'ingénierie et à l'organisation, les ouvrages d'Herbert Simon sont aussi de très très beaux moyens de rentrer dans la problématique systémique. Et puis je renvoie aussi aux travaux notamment de Jean-Louis Lemoigne sur la théorie du système général. Et Joël Le Renet, parce qu'il a su beaucoup vulgariser, il a fait un petit livre qu'on trouve en édition poche qui s'appelle, je crois, le Macrocosme,
qui est un très bon petit livre de synthèse. Merci beaucoup à vous. Et donc, peut-être on va faire une 4e vidéo maintenant sur le futur du travail, parce qu'on devait en parler, mais finalement, on a parlé du futur tout court.